Ok. Ok. Hop, ouais, j'ai reçu la notification. Donc, on est live sur Facebook. Ouais, c'est parti. On va pouvoir démarrer. Très bien. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Donc, tous ceux qui souhaitent assister à la conférence, on peut nous retrouver sur le Facebook Live ou sur Zoom en cliquant sur le lien. Donc, tout d'abord, merci à Aline et Dominique qui sont nos intervenants ce soir. Donc, le but de cette soirée, c'est de faire le point sur le plan de relance européen et ses implications. Donc, pour rappel, le plan de relance européen, il a été proposé cette année en mai 2020 par la Commission européenne et vise à pallier les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Donc, on va aller plus en détail sur ces enjeux et sur les enjeux du plan de relance européen par la suite. Et plus largement, ça va nous pousser à questionner les instruments de politique fiscale et monétaire face à cette crise. Parce qu'en effet, en ce moment, la crise nous pousse à repenser nos modèles économiques et financiers. Et dans ce cadre-là, aussi le rôle des institutions européennes, notamment la Commission. Donc, en ce qui concerne le déroulement de l'événement, on va commencer par poser le décor, mettre en contexte, donc concrètement en quoi consiste ce plan de relance. Par la suite, on va dresser un diagnostic global du modèle dominant dans lequel s'insère ce plan de relance européen. Et on va essayer d'expliquer en quoi ce plan de relance reste inscrit dans la logique néolibérale actuelle. Ce qui va nous emmener à un troisième volet. On va essayer de se demander en fait si on peut penser à un changement structurel pour se réapproprier la finance. Et est-ce que ce plan de relance n'est pas finalement une solution palliative à un problème plus large du modèle de nos économies? Puis, on va aborder les conditions à ce changement systémique et les différentes solutions possibles pour se détacher de ce système néolibéral. Donc, c'est toutes des questions auxquelles on essaie de répondre à Attaque. Là, on a une volonté d'éclairer les citoyens sur des sujets qui sont souvent méconnus ou mal compris par les citoyens, qui sont des sujets éloignés des débats, souvent du fait d'une méconnaissance de ces sujets. Donc, il s'agit ici de se réapproprier ces débats. En essayant de comprendre les rouages pour faire valoir les intérêts de tout le monde et dans une logique évidemment plus ascendante que descendante des politiques. Et donc ce soir, cette conférence, elle est rendue possible grâce à une collaboration avec Attaque France, Attaque Wallonie-Bruxelles et le journal Pour, et d'abord et surtout par la présence de nos intervenants. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Farès et Dominique Plion. Aline Farès qui, de son côté, est conférencière, militante et rédactrice de la chronique d'une ex-banquière que je vous conseille de consulter, et Dominique Plion, économiste chez Attaque France. Donc, pour le point un peu logistique, on va avoir un temps pour des questions ou des remarques suite au premier volet de la conférence, puis à la fin du second volet. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser soit par écrit sur le live stream Facebook ou sur Zoom directement, ou alors vous pouvez intervenir en vous manifestant avec le petit signe de la main sur Zoom, si vous avez des questions courtes. Et sans plus attendre, du coup, je vais laisser la parole à nos intervenants et on va se plonger dans la conférence. Bien, bonsoir. Je suis très content de participer à cette conférence à distance. Bon, malheureusement à distance, hein, on est condamné à cela, mais bon, on espère qu'on aura un maximum d'interaction entre nous. Donc, dans un premier temps, Aline et moi, on va aborder le diagnostic de la situation actuelle. Puis après, comme ça a été annoncé, on réfléchira ensemble à des pistes pour changer, pour rompre avec la situation actuelle. Alors, le plan, comme ça a été dit par Julia, dit plan de relance européen, a été décidé, je crois que c'était le 21 juillet dernier, même s'il a été en discussion pendant plusieurs mois. Et il a été présenté comme une avancée, évidemment, par les institutions européennes, les gouvernements européens, pour trois raisons. D'abord, parce que les gouvernements ont réussi à se mettre d'accord pour mettre ensemble en place un plan de relance. Deuxièmement, parce qu'il y a l'idée que il faut absolument faire des transferts de ressources des pays qui
ont été les moins touchés par la crise vers ceux qui sont le plus affectés. Donc ça, c'est un élément important. Et des transferts qui prennent la forme, non pas de dettes, dans un premier temps, au niveau des États, mais de subventions. Et puis, troisièmement, troisième caractéristique de l'emprunt, de ce plan, c'est justement un accord pour un emprunt conjoint, simultané, des pays européens. Donc, l'emprunt pour financer ce plan sera fait par l'ensemble des pays ensemble, pris conjointement. Ce ne sera pas des emprunts nationaux. Alors, une analyse maintenant de ce plan. Nous avons une analyse très, très critique de ce plan pour plusieurs raisons. D'abord, quantitativement, ce plan qui a été présenté comme un plan très important de 750 milliards d'euros est en fait très faible et très insuffisant. Juste pour vous donner des petits ordres de grandeur, il y a le PIB global des pays de l'Union européenne, c'est 15 000 milliards d'euros, alors que le plan il fait 750 milliards d'euros. Donc, il est tout petit. C'est un plan qui s'échelonne sur 3 ans. Donc, en fait, c'est une aide, c'est des aides qui vont circuler entre les pays européens qui sont de l'ordre de 1% par an des PIB, en moyenne, ce qui est très faible par rapport à la chute d'activité qui est anticipée pour l'année 2020 et les années suivantes, d'ailleurs, qui sera de l'ordre de 10% cette année, peut-être plus. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas uniquement la dimension quantitative qu'il faut mettre en lumière, c'est que, comme ça a été dit, déjà dit à juste titre par Julia, ce plan s'inscrit dans une logique néolibérale, c'est-à-dire qu'on a parlé de beaucoup de solidarité entre les pays européens, mais de quelle solidarité parle-t-on? Et là, on peut mettre en avant au moins 3 raisons pour lesquelles cette logique néolibérale est dangereuse. Et donc, il n'y a pas de changement d'approche des pays européens par rapport à la résolution de leurs problèmes. Premièrement, eh bien, les pays européens vont emprunter sur les marchés, donc ils vont rester très tributaires de la finance de marché. Et tout à l'heure, on développera ce point, Aline notamment développera ce point. Il y a vraiment un souci, c'est qu'on est pieds et poings liés face à la finance. Encore plus à partir du moment où on continue de s'endetter comme on le fait auprès de ces marchés. Et les autres leviers qui auraient pu être utilisés pour financer le plan, comme par exemple du financement monétaire de la BCE, ce n'est pas prévu explicitement dans le plan. Et deuxièmement, le levier fiscal, eh bien, ça aurait pu être l'occasion de mettre en place des taxes, une réforme fiscale commune aux pays européens. Il n'en est absolument pas question. La deuxième raison pour laquelle ce plan est dangereux, parce qu'il a cette logique néolibérale, c'est qu'il poursuit la logique de la concurrence entre les pays. Leurs régimes sociaux et fiscaux restent disparates. Il n'y a aucune tentative d'harmonisation par le haut pour essayer précisément d'harmoniser les régimes sociaux, pour essayer d'harmoniser la fiscalité. Et du coup, eh bien, la concurrence se fera, et c'est toujours, quand il y a concurrence, un nivellement par le bas qui se produit. Et en plus, cette concurrence effrénée entre les pays, de leurs systèmes fiscaux et sociaux, c'est traduit par des déséquilibres énormes entre les pays. Il y a les pays du Nord, qui sont principalement l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, qui sont quelque part les grands gagnants, notamment de la zone euro, parce qu'ils ont des excédents extérieurs énormes et que les pays du Sud sont en difficulté pour financer souvent leur politique et leur développement. Donc, il y a véritablement l'absence de construction qui aurait pu être l'occasion dans ce plan d'un véritable modèle commun, social et fiscal. La troisième raison pour laquelle il y a une logique néolibérale très forte dans ce plan, c'est que c'est la question des conditionnalités. C'est qu'en fait, dans la négociation, ça a été très durement négocié, les pays du Nord, comme l'Autriche par exemple, ou les Pays-Bas, ont exigé que les aides qui seraient apportées aux pays les plus touchés par la crise soient conditionnelles à un certain nombre de facteurs, comme par exemple eh bien, des réformes dites structurelles. Et on sait très bien ce que ça veut dire, les plans d'ajustement structurel. Donc, poursuite de politiques budgétaires restrictives, réforme du marché du travail dans le sens de la flexibilité, etc., etc. Et donc là, on est vraiment encore dans cette logique. Or, une fois encore, on aurait pu décider d'axer ce plan vers ce qui est le grand défi pour nous de notre siècle et pour l'Europe en particulier, c'est la question écologique. Il y a un Green Deal européen qui a été décidé. Ce plan aurait pu être un élément pour appuyer, pour approfondir ce Green Deal. Il n'en est absolument pas question. On reste donc dans la logique de ce qu'on pourrait appeler la logique du monde d'avant. Et du coup, on abandonne cette idée d'une conditionnalité qui aurait pu être posée, car nous ne sommes pas contre la conditionnalité,
mais selon des critères sociaux, des critères environnementaux, par exemple, des critères sociaux, par exemple, de réduire les inégalités. Et dans ce plan, je terminerai par là, il y a finalement l'absence de prise en compte du fait qu'on est en présence d'une crise majeure du capitalisme, d'une crise de nature systémique, dont les racines sont sociales, sont politiques, sont économiques, mais aussi écologiques. Et là, on reste encore dans une façon de présenter les problèmes, de les traiter, qui est totalement inadaptée. Nous avons la conviction que la crise actuelle, par exemple, et la crise sanitaire, la pandémie de la Covid-19, a des racines profondes avec la crise écologique, avec le système capitaliste tel qu'il fonctionne à l'échelle internationale. Et donc, par exemple, l'appauvrissement, l'effondrement de la biodiversité, c'est un des facteurs qui s'engendrent les virus, qui engendrent ce qu'on appelle les zoonoses, ces maladies qui vont de l'animal à l'homme, mais aussi la propagation du virus à l'échelle mondiale, qui fait que c'est une pandémie non seulement européenne, mais une pandémie mondiale qui se produit en Afrique, en Amérique latine, en Amérique, etc., et bien au-delà de l'Europe, donc, est une pandémie qui est dévastatrice. Si elle s'est répandue comme une traînée de poudre, c'est à cause des chaînes de valeur que développent les multinationales à l'échelle mondiale, c'est à cause des excès d'échanges, à la fois de marchandises, mais aussi de population, c'est-à-dire les transports aériens qui a pris une part excessive, etc., etc. Et donc, tout ça est totalement ignoré par ce plan. On reste dans le monde d'avant. Donc, ce plan, quelque part, nous enfonce probablement plus dans la crise que la situation antérieure. Voilà, je m'arrête là pour un premier diagnostic. La parole à Aline. Oui, merci Dominique. Bon, alors moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière, puisque là, on parle du plan qui a été annoncé en mai, pour parler des structures financières notamment sur lesquelles se construisent tous ces plans et autres programmes gouvernementaux pour gérer la crise sanitaire. Juste rappeler tout d'abord où on en était début 2020. Je vais faire un petit rappel là-dessus. Ensuite, venir rapidement sur ce qui a été mis en place immédiatement au premier signe de la crise et donc avant le plan de relance que vient de décrire Dominique. Et terminer par une critique de la situation dans laquelle ça nous met. Donc, où est-ce qu'on en était au début de l'année 2020? Moi, ce qui m'avait frappé, c'était de lire au 31 décembre 2019 un titre dans le journal Le Monde, aux pages économie et entreprise. J'avais des belles occupations en ce 31 décembre. C'était 2019, année exceptionnelle pour les marchés. Je vous le montre parce que je l'ai gardé, il est collector celui-là. Voilà, j'espère que vous lirez, mais voilà, année exceptionnelle pour les marchés. Ça, c'était 2019. C'était du jamais vu en termes de progression des indices boursiers, de valorisation des titres, de volume de dividendes. Et en fait, c'était le signe d'une surchauffe dont on était témoin depuis déjà pas mal d'années. Une surchauffe due à des montagnes de dettes, des dettes accumulées depuis notamment 2008, mais qui étaient déjà existantes avant, mais les suites de 2008 et des sauvetages en tout genre, donc sauvetage bancaire en premier lieu, bien sûr, ont conduit à un empilement de dettes publiques et puis dettes privées, qui ont fait que des institutions comme le FMI, par exemple, se sont inquiétées d'un surendettement généralisé. Il y avait une certitude déjà depuis 2017-2018 et encore plus 2019 d'une explosion prochaine d'une bulle financière. On avait pour signe le fait que il y avait des débuts de taux négatifs sur des dettes publiques, comme la dette allemande, par exemple, dont on parlait déjà en 2019. En fait, ce que ça voulait dire, c'est que les investisseurs étaient prêts à payer pour que leur argent soit en sécurité. C'est ça du taux négatif. Être en possibilité d'acheter de la dette allemande, par exemple, qui est un placement sûr, avec un taux négatif, c'est être prêt à payer pour être certain que son capital n'allait pas disparaître. Il y avait des signes de fragilité un petit peu partout, dans plusieurs secteurs économiques, des entreprises. On parlait des entreprises chinoises, on parlait de la dette
des étudiants, on parlait aux États-Unis, on parlait de plusieurs endroits où c'était fragile, c'est-à-dire où il risquait d'y avoir des défauts de remboursement de dette. Et puis, bien entendu, tout ça a conduit, c'est une construction sur de longues années, mais qui s'est accélérée depuis 2008, à des inégalités sans précédent dans les sociétés, les économies capitalistes. Donc, inégalités sans précédent, l'émergence de fortunes comme on n'en avait jamais vu auparavant, l'explosion des risques de milliardaires, etc., etc. Et puis, en toile de fond, un système financier qui n'a pas été réglementé, et qui était toujours trop fragile et néfaste dans ses activités. Et ça, malgré des annonces politiques depuis 2008, malgré des séries de réglementations qui ont été mises en place, on était face à un système financier toujours aussi fragile. Donc, on savait que ça allait péter, mais on ne savait pas quel était le détonateur. Quel serait le détonateur? Et en fait, le détonateur, ça a été cette pandémie. Enfin, ça n'a pas été la pandémie, ça a été les arrêts d'activité induits, décidés du fait de la pandémie. Donc l'arrêt, comme vous le savez très bien, a commencé en Chine, puis s'est répandu un peu partout ailleurs. Donc c'est vraiment un arrêt, on a éteint la lumière. Il n'y a pas eu de changement majeur, c'est juste qu'on a arrêté toute une partie de la production. Et là, il y a eu un début de panique très rapide sur les marchés financiers. Et je vais juste vous lire une petite série de titres de journaux qui sont des titres de journaux économiques. C'est les titres des newsletters de certains journaux économiques. Donc, le 17 janvier, on était encore sur le thème « Les actions européennes à un niveau record », donc tout allait encore bien. Et le 27 janvier est apparu le premier titre, en tout cas dans la newsletter que je suis des Échos, « Le virus chinois fait vaciller les marchés ». Ça, c'était les débuts. Le 2 mars, on avait… le 24 février, il y avait déjà les ventes paniques sur les marchés. Le 2 mars, la présence des banques centrales qui rendait la panique sur les marchés toute relative. Les marchés, ils attendaient une réponse monétaire au coronavirus. On s'en fiche des côtés sanitaires. Et très vite, l'Europe a annoncé être prête à utiliser tous les moyens, tous les outils pour protéger la croissance. C'est à partir de là qu'on a vu dérouler tout un tas d'outils. Aux États-Unis, le 3 mars, c'était la Fed qui optait pour un traitement de choc. Et puis, alors, tout ce début mars en Europe, ça n'allait pas parce qu'on n'avait pas le traitement de choc. Alors, on parlait de rechute, de vente panique, de fièvre, de jours de panique, de pires séances depuis la crise financière de 2008. Et la Banque centrale européenne était très attendue par les marchés financiers. Et finalement, donc le 13 mars, qui correspond, je crois, je n'ai pas vérifié, au début du confinement, en France et puis quelques jours après en Belgique, le 13 mars, Macron se résolvait à des mesures choc pour protéger les Français. Mais bon, en fait, on avait à Bruxelles, dans le même temps, la porte qui était ouverte à de fortes dépenses budgétaires. Donc, c'était les premières annonces concernant les plans de relance, les sauvetages, pardon, dans un premier temps. Le 19 mars, la Banque centrale européenne qui lançait un programme d'urgence de 750 milliards. Donc là, c'était un programme monétaire. On parle d'un autre programme qui a conduit à une hausse modérée des marchés. La pandémie s'accélérait alors, prévenait l'OMS, et la Fed ne parvenait pas à rassurer les marchés. Mais heureusement, c'est là que les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, le 27 mars, a blindé son bazooka monétaire. Et puis alors, on a sorti toutes ces mesures les unes après les autres à travers l'Europe. Voilà, donc il y a vraiment une histoire, une chronologie de comment ça s'est vécu, cette histoire dans les marchés financiers. Ça a commencé bien avant qu'il y ait les moindres mesures, les premières mesures sanitaires de soutien aux hôpitaux, aux soignants, aux fonctions essentielles, etc. On avait déjà un sauvetage massif des marchés financiers pour éviter que ce soit la déconfiture complète. Donc, en fait, ça aurait pu péter, mais ça n'a pas pété puisqu'il y a eu ce sauvetage monétaire. Il y a eu, alors juste mentionner quand même que l'intervention massive des banques centrales qui a été décidée dès le mois de mars, donc c'était les fameuses liquidités, ça s'est fait vraiment dans la continuité des interventions qui avaient été décidées à partir de 2013, sous le titre de mesures non conventionnelles des banques centrales. Donc c'est en gros la banque centrale qui met de la monnaie en circulation en utilisant le secteur bancaire et financier pour déverser tout cet argent dans l'économie.
Bon, on y reviendra sur où est-ce que ça a atterri. Donc, il y a eu cette intervention massive des banques centrales. Il y a eu également dans de nombreux pays, notamment en France, en Belgique, des dizaines de milliards de garanties bancaires qui ont été octroyées par les États. Donc, en gros, les banques étaient sommées par les États de continuer à prêter pour éviter une catastrophe économique. Donc, en gros, pallier au manque de rentrée d'argent par de l'endettement. Mais de faire cela grâce à des garanties publiques. C'est-à-dire que si jamais les gens se retrouvaient vraiment dans l'impossibilité de rembourser, eh bien l'État pourra intervenir. En Belgique, par exemple, c'est 50 milliards de garanties publiques. En France, je crois que c'est 350 milliards. Quelque chose comme ça. Et puis, alors en même temps que tout ça, il y a eu aussi une relaxe des réglementations. Mars-avril, l'Union européenne a détendu les réglementations qui étaient qui avaient déjà cours, soit qui allaient être appliquées. Donc les fameuses réglementations des banques et du secteur financier qui étaient censées résoudre en partie les problèmes posés par la crise de 2008. Et cette relaxe des réglementations, d'ailleurs, soit dit en passant, ça a été le cas pour les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, qui ont vu s'alléger les durées de mise de contrôle, de testing, etc., avant homologation et mise sur le marché de leur traitement. Mais ça a été vrai aussi donc, pour les banques, avec des reports d'application d'un certain nombre de règles prudentielles qui attendaient déjà depuis des années. Alors, voilà où on en était en mars. Et pour terminer sur ce point de diagnostic, je voudrais juste encore dire que déjà avant le début de la crise Covid, il y avait trop de capital. Il y avait déjà, du fait des inégalités construites par le système économique qu'on connaît et accéléré par le système financier, il y avait trop de capital accumulé dans une minorité de mains. Mais les sauvetages bancaires, financiers de 2008, 2011, 2013, 2015 ont accru encore cette masse de capital accumulée et qui cherche des débouchés. C'est du capital qui cherche à s'investir, qui cherche à obtenir des rendements, qui cherche à devenir propriétaire d'outils de production, de terres, de tout ce qu'on veut. Et étant donné que les masses de monnaie qui ont été émises pendant toute cette période et auxquelles se sont ajoutées les masses monétaires décidées en 2020, eh bien, étant donné que toutes ces masses d'argent transitent à travers les mêmes circuits bancaires, financiers et même économiques qu'on connaît et qui n'avaient pas été transformés depuis 2008, eh bien, ça tourne dans c'est comme si vous aviez toute une tuyauterie qui produit toujours les mêmes effets, c'est-à-dire accaparement par une minorité, accumulation de capital par une minorité et continuation de ce rythme de pression immense que le capital exerce. Donc, en gros, c'est là-dessus que sont arrivées les mesures que nous a décrites Dominique. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie du diagnostic. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir posé le cadre. Et on a une première question qui nous vient de quelqu'un qui a une question qui rentre un peu en fait dans ce que tu disais tout à l'heure, Aline, par rapport à justement ces réglementations dans le secteur financier et bancaire qui deviennent de plus en plus laxistes. En fait, quelqu'un demandait comment ça se fait que personne ne s'oppose à l'article 123 du traité de Lisbonne qui oblige les États à se financer sur les marchés. Donc, c'est une question qui est... Enfin, la réponse à ça serait bien longue dans le sens où on pourrait peut-être la reformuler en essayant d'avoir une réponse en disant brièvement comment en fait la finance elle a pu prendre autant de place ces dernières années sans qu'on ait une opposition quelconque. Je vais juste déjà dire une chose, parce que le traité de Lisbonne, on entend beaucoup parler, et donc je ne pense pas que personne ne s'y oppose. Je crois que beaucoup de gens s'y opposent, beaucoup de gens la remettent en question à l'intérieur des mouvements sociaux. Attaque, je crois, s'est exprimé sur ce sujet-là à plusieurs reprises. Mais la question, c'est plutôt par quels moyens est-ce qu'on est capable d'émettre d'infléchir en gros la discussion
sur le fonctionnement de tout le système monétaire et financier. Et en fait, clairement, on a un problème de participation aux affaires publiques, d'impact dans les discussions. Moi, je n'ai pas suivi spécifiquement le cas des traités. Changer des traités européens, de toute façon, c'est une sacrée tannée, quoi. Mais j'ai pas mal travaillé quand j'étais employée chez Finance Watch sur les réglementations financières européennes. Et il est clair qu'on est vraiment dans un... Bon, déjà, on est sur des sujets sur lesquels beaucoup de gens ne se sentent pas légitimes de participer, qui s'en sentent trop éloignés, et c'est bien légitime. Des sujets qui sont techniques, qui sont accaparés par une minorité de gens, qui utilisent un jargon très compliqué. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes de mise à distance sur ces sujets-là qui font qu'on a du mal à créer vraiment une force collective, une expression collective sur ce sujet. Mais même si on y arrive, passer les barrières, les murs des institutions pour faire entendre sa voix n'est pas simple. Puisque en matière de réglementation bancaire et financière, c'est des discussions qui sont très techniques, des discussions qui sont souvent en anglais, des discussions qui partent de l'existant plutôt que d'une pensée politique vraiment transformatrice. Enfin, voilà. Donc, c'est une vaste question, mais qui vaut la peine d'être posée et reposée. Mais je crois que c'est aussi pour ça que ce genre de séminaires, de discussions, d'échanges ont lieu. C'est pour se familiariser ensemble et puis élaborer des possibles stratégies tactiques pour infléchir ce genre de problème. Absolument. Et on a aussi quelques questions et réflexions sur ce qui concerne plutôt le volet de la fiscalité européenne. Donc ça, c'est des choses qu'on va mentionner et qu'on va aborder dans le second volet. Donc, je me tourne donc maintenant vers Dominique pour commencer à nous exposer les solutions, pour penser le rôle des banques autrement et penser des alternatives, et notamment aussi en termes de fiscalité. Oui, alors, comme on vient de le voir, hein, la crise que nous subissons, qui était antérieure, comme l'a bien dit Aline, bien sûr au choc de la pandémie, cette crise systémique, c'est une crise vraiment du système capitaliste mondialisé et financiarisé. Cette crise aurait dû être l'occasion d'une rupture, d'une bifurcation vers un autre modèle de développement, d'organisation sociale et monétaire. Ça n'a été, comme on a essayé de le montrer, absolument pas le cas, bien au contraire. Alors, quelles sont les pistes? Parce que, bien entendu, c'est court, on a peu de temps, mais on peut quand même esquisser des pistes qui nous paraissent importantes. Et là, je vais m'appuyer sur les trois instruments majeurs dont disposent les États et les politiques publiques pour agir, qui sont, premièrement, la monnaie, deuxièmement, la fiscalité, mais aussi, troisièmement, le droit, la réglementation. Là, il y a des leviers qui pourraient être utilisés si on était dans une autre logique, dans une logique sociale, dans une logique d'égalité sociale, dans une logique véritable de transition écologique, par exemple, et de démocratie, ce qui n'est absolument pas le cas pour aujourd'hui. Alors, prenons par exemple le cas de la monnaie. L'euro, par exemple, a été créé essentiellement comme un instrument de fonctionnement des marchés. C'était un marché unique, une monnaie unique, donc c'est un instrument purement économique. On a évacué toutes les autres dimensions de ce que sont une monnaie. Or, une monnaie, selon notre analyse, c'est une institution politique et sociale. C'est beaucoup plus qu'un instrument économique destiné à faire fonctionner les marchés. Et parce que la construction européenne ignore cette dimension, eh bien l'euro est en crise permanente, en fait, on peut le dire, depuis sa création. Il manque de légitimité, il manque de capacité à intégrer l'Europe d'une manière satisfaisante en respectant des critères sociaux, environnementaux et politiques. Et du coup, il y a eu, on peut le dire, une sorte même de privatisation de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie telle qu'aujourd'hui, elle est distribuée, émise par les banques centrales, que ce soit la BCE ou avant la création de l'euro, d'ailleurs, bien sûr, ça existait aussi en Europe, mais la Fed états-unienne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, etc., etc. En fait, ces banques centrales sont complètement au service du système bancaire privé. Et donc, les émissions monétaires qu'elles font, qui peuvent être extrêmement importantes, comme l'a dit Aline, sont au service des marchés et au service des banques.
notamment pour éviter leur effondrement, ce qui s'est passé en 2008-2009 et les années suivantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement pervers. Bon, je crois que je ne développe pas plus parce que Aline a déjà bien avancé sur cette question-là. Simplement, l'euro, notre monnaie, est une monnaie qui ne peut pas jouer le rôle qu'elle devrait jouer parce que c'est une monnaie incomplète, c'est une monnaie économique, c'est une monnaie qui est faite pour les marchés. Donc, il y a un besoin de réapproprier la monnaie. Et puisque l'acteur majeur qui gère la monnaie dans nos sociétés, c'est le chef d'orchestre un peu de la monnaie, c'est la Banque centrale, il faut absolument que la Banque centrale change sa vision et sa politique, qu'elle gère la monnaie dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt des entreprises, des investisseurs, des marchés. La monnaie, c'est un bien public. L'euro devrait être un bien public européen qui doit servir précisément à atteindre des objectifs sociaux, environnementaux, écologiques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale européenne, par exemple, au lieu, dans les politiques qu'elle a menées à la suite de la crise, qu'on appelle les politiques dites non conventionnelles, d'injecter des liquidités d'une manière sans discernement, ou plutôt en visant principalement les grandes banques et les marchés, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, par exemple, acheté des actifs qui sont représentatifs de banques et d'entreprises qui financent les énergies fossiles en très, très grande majorité. Il y a eu des études faites par des ONG à ce sujet qui sont sans conteste là-dessus. Et par contre, la Banque centrale européenne n'a absolument pas cherché à financer les énergies renouvelables, les énergies d'avenir, les énergies non fossiles, pour rester dans la sphère énergétique. Et donc, ce qu'on veut, ce qu'on demande, et je pense que d'ailleurs, il y a un combat qui est mené qui n'est pas… On a eu des petites victoires. Et il y a eu des rencontres avec Madame Lagarde et des organisations non gouvernementales il y a quelque temps où elle a reconnu que la Banque centrale, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas neutre. C'est le grand principe de la neutralité. En réalité, elle n'est pas neutre du tout. Non seulement elle finance les marchés des banques, mais elle finance des secteurs de l'économie qui sont qui ont des effets tout à fait dangereux pour notre avenir, notamment, encore une fois, par rapport notamment à la question écologique. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que la Banque centrale devienne un acteur au service de l'intérêt général des priorités absolues que sont le social, la réduction des inégalités et la question écologique, et que, par ailleurs, faisant cela, elle finance les dépenses publiques, mais les dépenses publiques tournées vers la transition, tournées vers, par exemple, des investissements massifs vers les nouvelles technologies énergétiques non polluantes, des énergies renouvelables, vers des infrastructures, par exemple, de transport ferroviaire, pour réduire au maximum le transport routier, qui est une des sources de pollution les plus importantes, etc., etc. De plus, la Banque centrale a tout à fait les moyens. Il faut arriver… Alors là aussi, il y a un débat très intéressant, et je pense que nous marquons des points non seulement dans l'opinion, mais auprès de certains décideurs, sur le fait que la Banque centrale peut contribuer, par exemple, à alléger le poids de la dette, donc le poids des marchés, en rachetant une partie importante de cette dette et en l'annulant, et on en reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'annulation, ou en transformant celle-ci en une dette perpétuelle, par exemple, sans intérêt. Les instruments existent, donc la monnaie peut vraiment servir à changer la logique vers une société plus solidaire, une société plus écologique. J'en viens maintenant rapidement à l'instrument fiscal. Il y a un gros trou noir en Europe. Nous n'avons pas de politique fiscale commune. Nous avons uniquement des fiscalités nationales qui sont tellement différentes les unes des autres que cela fait jouer, comme je disais tout à l'heure, la concurrence fiscale et l'évasion fiscale qui ont des effets extraordinairement pervers sur les recettes des États, sur leur capacité à mener des politiques publiques, à financer des services publics. Or, pour nous, la fiscalité, elle a un triple rôle qui doit se retrouver non seulement au niveau des États et au niveau européen. Demain, si on arrivait, et c'est ce que nous voulons, nous nous battons pour ça, avoir une fiscalité européenne, c'est premièrement financer des dépenses publiques et donc, par exemple, financer un budget européen. Deuxièmement, s'attaquer à des politiques de redistribution pour réduire les inégalités inhérentes au capitalisme. Et ça, c'est un élément tout à fait fondamental. Et troisièmement aussi, c'est les politiques qui doivent être incitatives, décourager les pollueurs, c'est les taxes carbone, décourager les spéculateurs, c'est la taxe sur les transactions financières, décourager des opérations de ce type qui aujourd'hui nuisent complètement à la société. Donc, nous avons des propositions. Vous savez qu'ATTAC, par exemple, avec d'autres organisations, se bat depuis longtemps pour la taxation des transactions financières. Vous avez pu voir qu'il y a eu une
projet de directive qui n'était pas inintéressant dans le cadre d'une coopération renforcée pour mettre en place une taxation des transactions financières, qui a été abandonné, notamment d'ailleurs à cause de la France, hein, de M. Macron. Quand il est arrivé au pouvoir, il a opposé son veto à cette directive qui était une première avancée vers une taxe européenne pour lutter contre la spéculation. De même, la question des écotaxes doit absolument être mise en discussion, parce que l'écologie, la pollution n'a pas de frontières. Et donc, raisonner à l'échelle européenne, ça a beaucoup plus de sens que de raisonner au niveau de chaque État séparément. Donc, la fiscalité, clairement, doit être un instrument, c'est un des leviers qu'on doit utiliser. Et puis, j'en viens au troisième levier, c'est le droit et la réglementation. Alors, on sait que l'Europe, la Commission européenne, a un pouvoir en matière de réglementation, avec les directives européennes notamment. Eh bien, les directives européennes, aujourd'hui, sont totalement dans le sens de l'intérêt des entreprises. Prenez par exemple la directive sur le secret des affaires, qui est là pour protéger les multinationales dans leurs agissements. Prenez aussi toutes les directives qui sont faites pour accroître la concurrence, favoriser donc le fonctionnement des marchés, comme le marché du travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, évidemment, est inacceptable. Et nous avons depuis longtemps des propositions qui aussi font leur chemin, je pense, dans l'opinion publique et auprès d'un certain nombre d'élus, hein, d'élus de gauche ou écologiques, notamment au Parlement européen. C'est que, par exemple, il faut réformer absolument en profondeur le système financier, ce qui n'a pas été fait, comme l'a dit Aline tout à l'heure, à la suite de la crise. On sait très bien qu'une des raisons pour laquelle la crise de 2008-2009 a été si violente, c'est parce qu'il y avait un déficit de réglementation qui n'a pas permis d'endiguer la spéculation qui a conduit, par exemple, à cette crise. Deux ou trois pistes de réglementation sur lesquelles nous nous battons et pour lesquelles on ne désespère pas un jour d'avoir des avancées, c'est la séparation bancaire. Là aussi, il y a eu un projet de directive qui a été proposé, qui a été retoqué sur la séparation entre les banques de détail qui financent les particuliers, les petites et moyennes entreprises, et les banques d'investissement qui sont tournées vers la spéculation et les grands groupes multinationaux. Eh bien, cette séparation, elle a avorté, alors que c'était une mesure phare, une mesure majeure pour réformer profondément le système bancaire et financier. De même que interdire des produits ou des acteurs dont le métier est de spéculer, d'introduire la spéculation, l'instabilité sur les marchés, comme les hedge funds, les fonds spéculatifs, ou les dérivés, les produits dérivés, ou la titrisation, qui a été à l'origine de la crise des subprimes. Tout ça, c'est des mesures qui n'ont non seulement pas été prises en compte, mais ont été renforcées dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle l'Union européenne des marchés de capitaux. Et donc, on voit qu'on a fonctionné à contre-courant, mais là aussi, je crois qu'il y a un début de prise de conscience. Et dernier point, ce qui nous est cher à tous, je crois, c'est cette idée de contrôle social sur les banques en particulier. C'est que non seulement il faut séparer les banques, comme on vient de le dire, mais il faut modifier ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance des banques, c'est-à-dire introduire dans les instances de direction des banques au moins 3 catégories d'acteurs. Bien sûr, des actionnaires, pourquoi pas là-dessus, les salariés, les usagers et des représentants de la société civile, par exemple des organisations écologiques. Si on avait cette composition des instances de direction, les politiques des banques changeraient du tout. Et on aurait enfin des politiques, car les banques sont quand même les principaux financeurs dans notre système financier, hein, en Europe par rapport, par exemple, aux États-Unis, hein, jouent un rôle majeur. Réformer en profondeur les banques, leur fonctionnement, les séparer, c'est quelque chose qui est incontournable si on veut bifurquer vers une autre société, vers un autre mode de fonctionnement, et notamment plus social, plus solidaire et plus écologique. Voilà, je m'arrête peut-être là, à ce stade, pour laisser du temps à Aline, et puis à la discussion qui va être très intéressante, j'en doute pas. Merci Dominique. Attends, je mets juste un petit minuteur pour être sûr de ne pas parler trop longtemps. Alors, je voudrais, je vais ajouter des choses à ce que vient de dire Dominique. D'abord, commencer parce qu'il y a quand même des questions sur revenir au plan de relance, etc. Je voudrais quand même justifier le pourquoi de développer le sujet du système bancaire et financier. D'abord parce que c'est le cœur du réacteur, c'est vraiment la turbine du système économique aujourd'hui. C'est un accélérateur en plus des pratiques économiques actuelles, des pratiques des grandes entreprises, des pratiques des investisseurs, etc. Donc déjà ça.
Mais il faut aussi, je crois, quand on parle de plan de relance, se poser la question du plan de relance de quoi? Qu'est-ce qu'on relance en fait? Moi, j'avais vu sur les réseaux sociaux à un moment donné, au début, où on commençait à parler de plan de relance, il y avait quelque chose d'assez drôle qui tournait. C'était, oui, relancer l'économie, relancer-la, mais relancer-la bien loin et qu'elle ne revienne jamais. Et il y a vraiment ce truc de, mais qu'est-ce qu'on veut relancer en fait? Euh, alors, pour l'instant, ce qui a été privilégié, comme je le décrivais juste avant, bah, c'est la relance des marchés financiers, ou en tout cas éviter que les marchés financiers se cassent la gueule et que donc des grandes entreprises, des gros propriétaires de capitaux, des investisseurs ne perdent de l'argent, ce qui en soi n'aurait pas été dramatique, hein. Mais donc, éviter ça. Et les marchés vont bien. De novembre 2020, ça a été un des meilleurs de l'histoire des bourses, visiblement. L'accumulation de capital, elle continue. Et elle continue pourquoi? Parce que les crises créent des opportunités d'investissement. On le voit sur le marché immobilier. Il y a plein de débouchés. On le voit dans la santé. Il y a tout un tas de solutions technologiques et digitales aux problèmes qui se révèlent, enfin qui existaient depuis très longtemps, mais qui se révèlent sur la façon dont sont gérés les systèmes de santé actuellement. Les dettes publiques servent également de débouché, hein, toutes ces dettes qui sont émises par les États et qui servent à financer les plans de relance, bah, tout ça, ça sert de débouché au capital. Et donc, je crois que c'est vraiment important, et Dominique a commencé à l'évoquer sur quel type de relance on veut, mais quand dans la bouche des économistes dominants, des dirigeants des différents États, etc., ou des dirigeants de grandes entreprises, quand on entend plan de relance, c'est la relance du même, c'est on continue comme avant. Sauf que c'est une relance destructrice. Aujourd'hui, la logique du capital n'est absolument pas au bien-être de la population, n'est absolument pas à la préservation et encore moins à la réparation des écosystèmes pour ce qui pourrait être réparé. Elle est encore moins à l'arrêt des exploitations de tout genre, sur les corps, sur le vivant, sur... tout ça ne change pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment une œuvre destructrice. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de diminuer la pression du capital. Et diminuer la pression du capital, ce ne sera possible en l'état actuel des choses qu'en détruisant du capital. On voit bien que raisonner le capital, ça ne marche pas. On voit bien que verdir le capital, c'est une foutaise. Enfin, il va falloir en détruire du capital parce qu'il y en a trop de toute façon. Tout ce capital qui cherche des débouchés, il y a trop de demandes de leur part. Et à un moment donné, il y a notre santé qui passe à la moulinette, il y a l'air qu'on respire qui passe à la moulinette, nos corps, enfin tout ce que vous voulez, ce qu'on mange, etc. Ça passe à la moulinette des investisseurs. De la logique, en tout cas, de la maximisation du profit pour des investisseurs. Alors, en termes d'alternatives, du coup, de solutions possibles, eh bien, il y a des solutions finalement assez simples à comprendre, à diffuser. On commence à les diffuser ici en Belgique sur le sujet du logement, je vais y revenir. Ce seraient des solutions solidaires du drame économique et social dans lequel on est, puisque je décrivais ce qui va très bien pour certains, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau social, c'est une catastrophe pour un nombre croissant de gens. Je ne parle même pas des économies du Sud global, mais même des économies là d'Europe occidentale, qui sont censées aller plutôt bien. C'est une catastrophe. Il y a une misère qui se déploie que... Enfin, moi, j'avais jamais vu ça ici, en Belgique, en France. Et donc, solution solidaire. Aujourd'hui, la façon dont pensent les gouvernements, c'est ok, par exemple, les gens ne peuvent pas payer leur loyer parce que c'est la merde, ils n'ont plus de revenus ou ils n'ont plus assez de revenus. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Ce qui a été proposé par exemple à Bruxelles, là, pendant le premier confinement, on a le gouvernement bruxellois qui a proposé une aide pour les locataires, pour qu'ils puissent payer leur loyer. C'est une aide one-shot, un peu plus de 200 € qui leur a été allouée pour les loyers, pour les ménages qui en avaient besoin. Donc cet argent-là, c'est de l'argent public. Au final, comme beaucoup de gens sont concernés, ça fait des millions, c'est cher, c'est beaucoup d'argent pour une ville comme Bruxelles. Et cet argent, il va servir à quoi? Il va servir à payer les loyers. Et les loyers, ils sont payés à qui? Ils sont payés aux propriétaires des bâtiments, aux propriétaires des logements.
Et sociologiquement, c'est qui les propriétaires en majorité? Ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'être sauvés. Alors certes, il y a des tout petits propriétaires, mais pour ces petits propriétaires, on peut faire des exceptions. On peut renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce ne serait pas les locataires qui auraient à prouver qu'ils n'ont pas la possibilité de payer leur loyer et donc qui devraient demander une aide. Ce serait aux propriétaires à prouver qu'ils ne peuvent pas faire sans cette aide, sinon ils se retrouvent dans une situation impossible à ne pas pouvoir manger, se chauffer, etc., se loger, etc. Et on verrait tout à fait que la majorité des propriétaires ne sont pas dans cette situation. Donc, c'est ce qu'on appelle à faire, par exemple, au sein d'un collectif qui s'appelle Action Logement Bruxelles, ici à Bruxelles, c'est annuler les loyers. Annuler les loyers, c'est une mesure solidaire de relance. Ça permet aux ménages qui n'ont pas la possibilité de payer leur loyer de diminuer la pression. Et ça fait que des propriétaires qui n'en ont pas besoin ne reçoivent pas ces loyers. Et on a une forme de justice sociale qui se restaure, c'est-à-dire une contribution de ceux qui en ont les moyens à l'effort collectif. En fait, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on annule des transferts du public vers des personnes plutôt riches ou du privé des personnes plutôt pauvres vers des personnes plutôt riches. C'est des flux qui se passent en permanence. D'ailleurs, on peut examiner tout un tas de domaines, mais c'est des flux qui se passent en permanence. Ça va du public et des plus pauvres vers les plus riches à travers tout un tas de mécanismes. Donc voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est les créances que des grosses entreprises ont. C'est des petites boîtes qui doivent de l'argent à des grosses entreprises. Par exemple, tous les petits commerces qui doivent de l'argent à des fournisseurs d'électricité, des fournisseurs d'énergie, de gaz, à des opérateurs de téléphonie. Ces créances-là, elles peuvent être annulées. Et ce serait tout à fait possible. Quand on voit les montants colossaux de dividendes qui sont payés chaque année par toutes ces grosses entreprises, il n'y a pas de problème. Les opérateurs téléphoniques, ils vont très bien. Il y a différents acteurs de l'économie, des gros acteurs dominants, qui ont tout à fait les moyens d'assumer les pertes que les plus petits commerces particuliers, ménages pauvres, etc., ne peuvent plus assumer et par lesquels ils sont complètement écrasés. Donc, ce que je veux dire par ces exemples, c'est qu'il est tout à fait possible de financer de manière solidaire une bouffée d'air, quoi. Et ce n'est pas en rajoutant de l'argent, en créant plus de monnaie, en mettant plus d'argent en circulation, à travers toujours le même système qui produit toujours les mêmes effets. Je vais prendre quand même un troisième exemple, parce que probablement on en discutera après. C'est le sujet des dettes. Les dettes impayables d'abord, tous les gens qui se retrouvent dans l'impossibilité de payer leurs crédits consommation qu'on avait déjà jusque-là et qui ne peuvent absolument plus les payer. Les crédits hypothécaires, crédits immobiliers pour leur résidence principale, leur lieu de résidence. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes impayables? Qu'est-ce qu'on fait avec les dettes impayables par les États aussi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes qui, on le voit bien, Dominique nous l'a mentionné, ce qui est attendu, c'est des réformes structurelles. On attend des États des réformes structurelles. Vous avez vu ce que ça a donné, les réformes structurelles, sur des pays comme la Grèce. C'est une catastrophe sociale. Donc, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Il y a même des économistes hyper mainstream, complètement orthodoxes, qui disent à un moment donné, toutes ces dettes, on va pas réussir les gens ne vont pas réussir à les payer, les États ne vont pas réussir à imposer des austérités tellement violentes à leur population, ça ne passera plus en fait. Et finalement, l'histoire humaine est une histoire d'annulation de dettes. Donc, on va finir par y arriver à ces annulations de dettes. Et alors, des dettes impayables et puis des dettes aussi qui sont illégitimes. Ça, on pourra y revenir. C'est un concept politique qui est développé par le CADTM, notamment le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qui vise à dire que certaines dettes contractées par des États, par des ménages, sont illégitimes dans le sens où elles ont servi des intérêts qui ne sont pas, qui sont trop éloignés de l'intérêt général. Ils ne servent pas à la population. Les dettes ont servi à financer des plans de relance qui terminent dans les poches, par exemple, de gros actionnaires. Voilà, ce genre de choses. Ou des sauvetages bancaires, comme en 2008, dont la population n'a pas vu la couleur. J'aimerais rajouter encore deux choses. C'est d'abord à l'adresse de toutes les personnes, et je suppose que les personnes qui sont derrière leur écran en font partie, toutes les personnes qui aspirent à des transformations profondes, que ce soit dans le domaine de la santé, par exemple, qu'on reconquiert notre sécurité sociale, qu'on soit de nouveau capable de financer
un système de santé digne de ce nom qui ne mette pas les soignants dans des burn-out, des dépressions, des taux d'absentéisme comme on les voit aujourd'hui, dans des conditions de travail insupportables, qui ne les poussent pas à faire de la maltraitance comme ils le dénoncent, et elles le dénoncent, un système qui soit plus juste socialement, qui ne conduisent pas à une exploitation des travailleurs, des travailleuses au point de créer tellement de maladies, de mal-être, de suicides, etc. Un système qui soit plus juste pour ceux qui produisent la nourriture, par exemple, les agriculteurs, les agricultrices, par exemple. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de transformations de la société auxquelles nous aspirons, auxquelles différents mouvements sociaux aspirent, que ce soit le mouvement des retraites, comme il y avait juste avant l'épidémie Covid, que ce soit les mouvements des Gilets jaunes, que ce soit les mouvements des étudiants, que ce soit les mouvements écologistes en tout genre. Tous ces mouvements, à un moment donné, expriment une nécessité, un désir de plus de commun, de moins de financiarisation, de moins de marchandisation, de socialisation même, de plus de public. Mais si on fait tout ça, en fait, on fait reculer la marchandisation, on fait reculer l'accaparement par le capital de tout un tas de pans de notre société. En fait, on fait perdre au capital. Et en fait, reconquérir tous ces espaces, c'est détruire du capital. Et donc, ce que j'aimerais amener ici, c'est que tout ce à quoi on aspire, ça va conduire à des destructions de capital à un moment donné. Ça va conduire à des pertes importantes pour les marchés financiers. Ça va conduire à des faillites bancaires. Et bon, là, j'en arrive à ma crèmerie, puisque pour les gens qui ne me connaissent pas, je disserte beaucoup et je milite beaucoup et je travaille beaucoup sur le sujet des banques et du secteur bancaire et financier. Arriver à des faillites bancaires, à des faillites de gros fonds de type les hedge funds qu'a mentionné Dominique et qui se financent par du crédit bancaire, arriver à ça, finalement, c'est pas si grave du moment qu'on y pense avant. Ce qui est pétrifiant, terrifiant dans une faillite bancaire, c'est la situation dans laquelle on était en 2008. Le truc nous arrive au coin de la figure, on n'est absolument pas préparé. On nous sort des discours complètement terrifiants sur soit on les sauve, soit c'est la catastrophe totale, c'est le chaos, il n'y aura plus rien, tout va s'effondrer. En fait, ça, c'est ce que Stengers et Pignard, dans La sorcellerie capitaliste, appellent une alternative infernale. Un truc qui nous empêche complètement de penser et d'agir. Le chaos le plus total, ou un sauvetage qui va coûter une fortune à la population et qui sera juste une nouvelle occasion de renforcer les inégalités et la misère. Il y a d'autres voies. Et parmi ces autres voies, il y a le fait de dire, bien, OK, tout ce à quoi on aspire, à un moment donné, va gripper le système financier, va conduire à des destructions capitales, va conduire in fine à des faillites bancaires. Ben, pourquoi pas, du moment que, voilà, ça c'était mon minuteur, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, du moment qu'on est capable de penser l'après, c'est-à-dire, si une banque fait faillite, c'est peut-être l'occasion de la racheter à l'euro symbolique, c'est peut-être l'occasion d'imposer des pertes à ses créanciers, puisque 2/3 des bilans des banques, ce sont des dettes qui sont détenues par des investisseurs, pour l'essentiel des très gros investisseurs, qui ont les moyens d'absorber ces pertes. Donc, pensez ça, pensez une socialisation du système bancaire, parce que les banques, c'est quoi? C'est celles qui produisent la monnaie, c'est celles qui créent la monnaie, avant même les banques centrales, qui produisent la monnaie par le crédit. C'est elles qui détiennent les crédits. Et donc, c'est elles qui produisent les crédits pour les ménages, pour les entreprises, et même dans une certaine mesure pour les États. Donc, en gros, on est là dans des institutions qui sont hyper puissantes. Et je pourrais mentionner d'autres aspects, mais bon, je vais pas le faire là tout de suite. On pourra en discuter après si vous en avez envie. Et donc, alors bien sûr, pour finir, j'en ai plus que pour 1 minute. Il est clair que le scénario que je décris là, ce sont des mesures qui, à mon sens, et au sens de beaucoup d'acteurs, d'actrices dans les mouvements sociaux, sont désirables, qui méritent de la préparation, qui méritent qu'on en parle, qui méritent qu'on se crée des scénarios en discutant, qu'on aille au bout de la logique, au bout de nos logiques, et qui fassent aussi qu'on soit prêt à une confrontation. Et c'est une confrontation qui va être particulièrement difficile, on le voit déjà aujourd'hui.
il y a une crispation des pouvoirs qui est terrifiante, absolument terrifiante, quand on voit le niveau de fascisation du pouvoir français, par exemple. Mais bon, on n'est pas toujours en reste en Belgique et dans d'autres pays à travers le monde. C'est grave, c'est vraiment hyper grave. Donc, on a une nécessité de penser cette confrontation-là. Et puis, bien, bon, j'avais envie de vous parler encore de socialisation, de la santé, de renforcement de la sécu. J'ai parlé de socialisation des banques, de socialisation du logement aussi. Le logement social a été complètement dézingué dans les années qui ont précédé dans différents pays, où il a été maintenu dans une position de faiblesse dans d'autres comme la Belgique. On a un besoin de revenir à la possibilité pour la population de se loger à un prix convenable et qui corresponde à ses moyens. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et ça s'empire vu que le logement, c'est de l'immobilier et que l'immobilier, c'est un débouché de choix pour le capital en période de crise. Donc les prix risquent d'augmenter encore. Enfin voilà, vous voyez qu'on est dans des situations impossibles qui nécessitent vraiment de repenser le commun, d'avancer sur le commun, sur la socialisation pour arriver à davantage d'autonomie et sortir du piège sans fin que nous tendent les logiques de marché et de marchandisation. Voilà. Eh bien, penser le commun et aspirer à un changement est assez palpable dans les discussions là qu'on a dans le chat. Donc, c'est chouette, on va avoir des questions intéressantes. Et du coup, je vais commencer par donner la parole à ceux qui veulent se manifester là sur le live directement. Allô, allô? Oui, on vous entend. En tout cas, merci à l'organisation de la conférence. Merci beaucoup aux conférenciers. Monsieur, alors j'ai manqué votre nom. Donc, Dominique Plion. Donc, voilà, et merci beaucoup à Mme Anne Fares pour ces éclaircissements. En fait, je vais poser une grosse question en 3 points à Mme Fares. Comme ça, vous savez déjà comment ça va s'articuler. Hein. Ce sera 3 petits points, disons. Alors, la première, c'est concernant les réformes des réglementations financières post-GFC, donc post la crise de 2008. Vous avez dit que bon, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais ça n'a pas changé énormément de choses. Alors, moi, je suis juriste de formation. J'exerce pas dans le droit momentanément, mais j'ai quand même certaines connaissances qui sont alors généralement au Luxembourg et aussi en Belgique qui me disent, qui me tiennent informé que il y a un grand nombre d'avocats, de boîtes qui œuvrent précisément pour mettre en place ces réformes-là, alors qu'elles ne soient pas la panacée sans doute, mais on peut dire que par exemple, elles ont permis à ces banques d'être beaucoup mieux capitalisées qu'avant. Donc ma première question, je la résume maintenant, hein, c'est dans quelle mesure vous pouvez dire d'un point de vue scientifique et économique que les réglementations mises en place ont été triviales. Ça, c'est mon premier point. Le second point, c'est alors j'ai entendu merci beaucoup votre explication et vous avez fini en parlant d'une alternative. Alors plus de commun et puis par rapport aussi à l'annulation des dettes. Mais est-ce que en filigrane, moi j'ai compris cela comme ça. Donc vous qui avez été aussi ex-bancaire, hein, techniquement d'un point de vue systématique, d'un point de vue financier dans l'état actuel des choses, si jamais on vous invitait au plus haut niveau de la Commission européenne en vous demandant, vous avez 3 années pour prendre des mesures, mais qui soient structurellement admises par les nations européennes, dont la Suède, dont l'Allemagne, dont les Pays-Bas, est-ce que vous avez quelque chose à nous offrir? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de pragmatiquement faisable? Voilà. Et mon troisième point, c'est, vous avez dit, alors j'entends bien, hein, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de l'annulation des dettes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, si on va chez les actionnaires ou bien chez les propriétaires, hein, les bailleurs, et leur dire, écoutez, les cocos, on va faire du commun, hein, donc on va vous enlever certaines choses. Eux voient ça comme du droit. Et aujourd'hui, dans le droit actuel, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on peut dire, hein, création, superstructure, du capital, ce qu'on veut. Aujourd'hui, si on nous enlève un bout de notre propriété, on ressent, même si c'est faux, hein, on ressent une agression. Donc techniquement, c'est que pour être conséquent avec votre pensée, c'est qu'il faut prévoir une réponse violente à la violence à venir. Donc techniquement, avoir, entre guillemets, en plus des idées, des gros bras. Je ne vois pas autre chose d'un point de vue purement concret. Donc voilà mes 3 points, et pardon d'avoir été long.
Ouais, bah, je vais proposer des réponses. Si jamais Dominique veut ajouter également, bienvenue. Donc, bon, sur la réglementation post-2008, oui, il y a eu des réglementations. Et de fait, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des milliers de pages de réglementation. Et c'est pour ça que la Commission et les différents gouvernements ont pu se targuer d'avoir re-réglementé la finance, puisque effectivement, ils pouvaient montrer quantitativement, il y a beaucoup. Mais ces réglementations-là, elles sont parties de l'existant. Comme elles sont parties de l'existant et que l'existant était extrêmement complexe, déjà, elles sont hyper complexes. En plus, il y a eu énormément de lobbying. Lobbying principalement dominé à 95%. Les intervenants dans le débat politique, technique autour des réglementations financières, ce sont des acteurs du système financier. Donc, ce débat a évolué dans le sens de ces acteurs financiers. Et la complexité, la technicité a été apportée par ces acteurs-là. Donc effectivement, on est arrivé à des règles hyper compliquées. C'est des vrais casse-têtes à appliquer pour les institutions financières, mais moi j'ai envie de dire, elles l'ont bien cherché. Il n'y a pas eu de pensée politique qui a précédé l'élaboration de nouvelles réglementations. Alors maintenant, des preuves scientifiques, moi je veux bien vous en envoyer un petit paquet, mais j'aimerais, pour ne pas rentrer dans moult détails, juste vous donner quelques exemples. Le premier, c'est, on avait dit, trop gros pour faire faillite. Les banques sont trop grosses. Est-ce que vous avez vu BNP Paribas diminuer de taille? Est-ce que vous avez vu HSBC diminuer de taille? Est-ce que vous avez vu ces gros mastodontes financiers diminuer en taille, en influence, en pression à la fois sur le politique, sur l'économique, sur le social? Absolument pas. Leur pouvoir s'est intensifié parce qu'on les a laissés tranquilles. Donc ça, c'est une première preuve scientifique, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une réalité, c'est un fait qu'on peut observer de nos propres yeux, hein, et de manière assez simple. Les banques mieux capitalisées. Oui, ça, c'est une histoire que nous racontent les banques. C'est une histoire que se racontent les banques centrales et qu'elles nous racontent. Mais en vérité, c'est peut-être mieux, mais on était à ça, on a progressé de ça. Il y avait des économistes comme Anna Tadmati, qui n'est pas du tout une révolutionnaire, une économiste états-unienne, qui, elle, préconise 20% de capital dans les banques. Aujourd'hui, les plus grosses banques, elles ont 4-5% de capital au mieux par rapport à la taille totale de leur bilan. Donc, le compte n'y est pas du tout. Je vois Julia réapparaître, je vais faire peut-être plus court dans ma réponse. Ouais. Je vais terminer sur ce point-là des réglementations post-2008. Mais si vous voulez, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui est sur mon site alinefares.net et je serai très heureuse de vous envoyer plein de références là-dessus. Après, sur les alternatives, plus de commun, annulation de dette, si j'avais un poste à la Commission européenne pour le faire, comment dire ? Non, effectivement, cette solution ne rentre pas dans le cadre des institutions actuelles, des institutions européennes actuelles, de la logique des gouvernements actuellement, de la logique étatique actuelle. Donc, je ne crois pas que les solutions que je listais, et qui ne sont pas les solutions que je propose, mais qui sont proposées par de nombreuses organisations et mouvements sociaux, peuvent venir du haut. C'est des solutions qui peuvent être portées par la population, qui peut pousser pour qu'elles adviennent. Mais ce n'est pas des solutions qui viendront du haut, parce qu'en haut sont représentés les intérêts qui sont contraires à ce que je décris. Et pour le dernier point, bah oui, si on va chercher chez les actionnaires, chez les propriétaires, oui, non, ils ne vont pas être d'accord, c'est clair. Le droit les défend. Aujourd'hui, le droit est très fort en faveur des propriétaires. La propriété privée, elle est au-dessus de tout un tas de choses. En Belgique, par exemple, c'est un article qui vient bien avant le droit au logement. La défense de la propriété privée. Et donc, oui, ils ne seront pas d'accord. Le droit leur est favorable. Le droit leur est de plus en plus favorable avec les accords de libre-échange, etc. Et donc, oui, il va falloir leur prendre. Après, s'ils ne résistent pas, ils vont s'en sortir. Hein. Moi, je sais pas, prenez n'importe quel milliardaire qui a 50 milliards sur son compte, par exemple, dans tous ses biens, ses propriétés, ses actifs, etc. Genre à la Bernard Arnault, par exemple. Si vous lui dites, Bernard, on va venir te prendre 49,9 milliards, il va dire non, je ne suis pas d'accord.
Et probablement qu'il va sortir ses armées de juristes, d'avocats, de milices et tout ce que vous voulez pour éviter ça. Mais si Bernard, il se détend un peu et qu'il dit « Ok, c'est bon, je vous lâche 49 milliards, je suis sympa ». Bon, déjà, 49, c'est pas dégueulasse, mais Bernard, il va quand même lui rester 1 milliard. Et donc, c'est pas nous qui sommes violents, c'est eux qui sont violents dans leur refus de voir l'absurdité de la situation dans laquelle ils nous mettent. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Merci pour ta réponse. Et du coup, je vais continuer par donner la parole à Catherine, qui souhaite intervenir également. Le micro n'est pas allumé. Mute. On vous entend, c'est tout bon. Ah, bon, parce que je me disais que j'y arrivais pas. Donc, merci beaucoup de ces analyses avec lesquelles je concours largement. L'intervention, pour ne pas manger le temps, bon, je suis un peu ces questions budgétaires, moins financières, mais surtout budgétaires européennes depuis pas mal de temps. Et je suis fédéraliste, voilà. Mais ce qui ne m'empêche pas d'être critique. Et ce que je voulais peut-être mettre en avant, c'est une question à la fois de perspective. Sachant que nous venons, selon moi, de très loin. Monsieur Herman Van Rompuy, il y a 3 mois, invitait les décideurs, comme on dit, comme nous sommes des citoyens ordinaires, à ne pas répéter les erreurs de l'année 2010-2012. Et je pense que quelque part, on a quand même fait des ruptures. Alors, il ne faut pas être naïf, mais ne faut-il pas non plus prendre la juste mesure des ruptures qui sont intervenues, en particulier sur les montants. Moi, j'ai fait des calculs très amateurs, mais quand même, sur les montants qui ont été dégagés depuis février-avril cette année, qui sont des montants qu'on n'a jamais vus. Je pense à l'intervention de la BCE, certes pour les entreprises et pour les États membres, 1300 milliards d'euros. Un plan de sauvegarde en réponse à la crise sanitaire de 450 milliards en avril. C'était le mécanisme européen de stabilité, dont 100 milliards pour l'assurance chômage, hein, pour soutenir les États membres, pour indemniser les chômeurs. Et puis fin juillet, ça n'est pas encore complètement adopté, mais quand même, il y a un accord politique avec un blocage, comme je le rappelle, peut-être moins un blocage des capitalistes que de 2 États membres, parce qu'on a quand même des choses qui se passent à Bruxelles qui sont assez particulières. On est dans des structures d'unanimité et donc des facilités de veto sans sanction qui sont assez détrimentales, comme diraient les Anglais, enfin, très dévastatrices en fait, et qui bloquent les interventions. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, on arrive, en ajoutant tous ces montants, fin juillet, 1800 milliards, 750 milliards de plan de relance, auquel j'ajoute un budget européen, certes misérable, puisque c'est 1% du PNB. On sait, en tant que fédéraliste, je suis parmi ceux qui pleurent depuis longtemps pour des biens communs européens. Et donc, mais quand même, quelque chose comme 1800 milliards. Pour moi, on arrive à 3600 milliards, certes, sur plusieurs années, avec des temporalités différentes. Je ne veux pas donner dans la nuance, mais quelque chose comme 25% du PNB. Pour moi, c'est une rupture majeure. Parce que, comme on le sait, et vous avez très bien défini la situation difficile de l'euro, et M. Delors l'avait dit en son temps, il nous manque un pilier budgétaire européen. Et ça n'est pas la somme des budgets nationaux, surtout dans le cadre de concurrence qui existe entre les espaces fiscaux nationaux, qui va pouvoir nous aider. Donc ce pilier est construit sur un mode temporaire, conditionnel, etc. Mais il y a eu cette rupture et il me semble important d'en prendre la mesure, y compris pour agir en tant que citoyen et, comme je crois que vous l'êtes, militant. Ça me semble être très important de souligner qu'il y a une rupture, surtout si elle est confirmée, ce que je pense sera fait. Sur la manière dont il faut dépenser, c'est extrêmement difficile de dépenser bien l'argent, surtout quand il y a des masses comme ça. Je rappelle tout de même que la présidente de la Commission a insisté et a récemment rappelé que 30% de ces montants, budget et plan de relance,
doivent être consacrés à la lutte contre le climat. Alors, tout est dans le détail et j'imagine que Attac suivra avec un œil extrêmement acéré, et il serait légitime à le faire, la manière dont ces montants seront dépensés. Mais l'engagement politique a été fait par la Commission européenne et répété malgré parfois des positions des États membres qui étaient un peu douteuses. Par ailleurs, la conditionnalité macroéconomique, effectivement, c'est un sacré problème. On y était après la crise financière, mais c'est un débat. Est-ce que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que l'affaire est complètement en débat. Les Espagnols et les Portugais disent moi, le MES, la Commission me dit qu'il n'y aura pas de conditionnalité, surtout si on consacre les montants à l'amélioration du système sanitaire et social, mais moi, j'y crois pas. Donc, l'utilisation, le recours aux montants dégagés par le mécanisme européen de stabilité est réticent. Les États membres ne veulent pas y aller, enfin certains, ceux qui en ont besoin notamment, parce qu'ils se disent, après ça, on va me retomber dessus avec un bâton. Donc, il y a un rapport de force, et c'est le même rapport de force qu'on retrouve au sein du plan de relance, du point de vue donc des prêts qui seraient accordés aux États membres. Le débat est ouvert, le rapport de force politique existe. Est-ce qu'il faut le clôturer? Peut-être pas. Enfin, j'aimerais qu'on ne le clôt pas. Comment faire? Je ne reviendrai pas sur la question de l'annulation des dettes parce que c'est un vrai problème. Je rappellerai une intervention récente de Mme Mariana Mazzucato qui invite à réfléchir à un outil qu'on a oublié, notamment sur française, qui sont la prise de participation au capital des entreprises. C'est un outil macroéconomique dont on a fini par oublier l'utilité. Mais peut-être que faudrait-il remettre ça un peu dans notre boîte à outils d'économistes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je dirais encore d'autre? Le pacte de stabilité. Là, je reviens un peu sur cette idée que il y a eu des ruptures, même si elles sont conditionnelles, temporaires, etc. Le pacte de stabilité est suspendu. C'est énorme. Je pense Catherine, je suis désolée de vous couper. Voilà. Il va falloir un peu rétrécir la question, comme ça on a le temps de poser aussi les autres questions qui ont été posées dans le chat. Voilà, donc en 2 mots, c'était ça. C'était peut-être qu'il faut, je voulais intervenir aussi sur les taxes, les ressources propres, je ne le fais pas, mais peut-être prendre la mesure de ce qui se passe et des opportunités, peut-être d'inflexion des choses. Voilà. Merci. Je veux bien essayer de répondre à cette, si vous en êtes d'accord, Bien sûr. qui pose de très très bonnes questions, mais brièvement, parce que bon, je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions. Hein. Oui. Je répondrai en 3 points à Catherine, parce que je pense qu'elle pose des vraies questions importantes. Rupture. Oui, il y a eu des ruptures, et cette crise a été l'occasion de démontrer que ce qu'on croyait être des règles intangibles, ou ce qu'on croyait être des murs infranchissables, ont été complètement remis en cause par la crise. Et ça, c'est aussi une victoire, non seulement due à la crise, malheureusement, parce que la crise, elle est coûteuse pour beaucoup de gens, mais aussi une victoire, je dirais, du mouvement social, des ONG et aussi de certains intellectuels engagés qui arrivent à montrer que la doxa traditionnelle ne tient pas la route. Je prends l'exemple de la Banque centrale. Avant ce que vous mentionniez, avant la crise de 2008-2009, on disait que la Banque centrale avait pour seul objectif la lutte contre l'inflation, rien à voir avec tous les autres objectifs qui sont totalement secondaires et subordonnés à celui-là. On est rentré dans un autre monde. La Banque centrale a totalement changé, à bien des égards, ses objectifs. Elle a été complètement obligée de le faire. Et aujourd'hui, elle est complètement bousculée par rapport à la question de la transition. Quand Mme Lagarde est arrivée aux affaires, à la présidence de la Commission européenne, elle a été obligée de reconnaître qu'il fallait avoir une révision du plan stratégique de la Banque centrale européenne et notamment y intégrer en priorité la question climatique, la question écologique. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est clair que vous avez raison, il y a des éléments de rupture. Nous, maintenant, ça pose la question du rapport de force. Deuxième point, je vais développer. Nous, notre travail à nous, citoyens, citoyennes, engagés, dans nos travaux, dans nos mouvements de mobilisation, de nous appuyer sur ces éléments de rupture pour dire, vous voyez, ça peut changer, et donc arrêtez maintenant de nous dire que l'ordre établi antérieur est intangible. Ça, c'est une première victoire, et on va devoir s'appuyer dessus. Donc vous avez raison, le mot de rupture, de ce point de vue-là, est important.
Mais la question maintenant qui est importante, et c'est aussi ce que disait Aline, je crois, c'est que ces milliards dont vous avez parlé, les 1300 milliards de la BCE, les 350 milliards du plan européen, mais où sont-ils allés? Où vont-ils? Bien sûr, il y a une partie on nous promet que 30% ira vers le climat, mais pour le moment, ce n'est pas c'est des discours en l'air. Ça résultera d'un rapport de force, non seulement des États, mais des citoyennes et des citoyens qui vont se battre là où ils sont pour dénoncer les méfaits du climat, pour arriver à obtenir des changements importants. Et donc, l'argent qui a été distribué, la création monétaire immense, création de liquidités par la Banque centrale depuis la crise 2009, elle est allée, comme on l'a dit l'un et l'autre, vers les marchés en priorité. Cet argent, il n'est pas allé, par exemple, vers les entreprises, les secteurs productifs, les PME. Il est allé vers, qui créent des emplois. Il est allé vers les banques, vers les marchés, et il alimente les bulles spéculatives comme la bulle immobilière ou la bulle boursière. Donc la question, c'est, bien, il y a des ruptures, oui, mais maintenant, où va cet argent qui s'est débloqué? Il va essentiellement vers des emplois qui sont contre-productifs. Tout à l'heure, je donnais l'exemple des interventions de la Banque centrale sur les marchés, les opérations de rachat de titres que font la Banque centrale, qui est un de ses leviers principaux aujourd'hui d'intervention. Eh bien, les 65% de ces rachats de titres correspondent à l'économie, soit l'économie traditionnelle qui fonctionne avec les énergies fossiles, soit vers des grands groupes qui dominent la planète aujourd'hui et qui aujourd'hui exercent un pouvoir exorbitant sur les autres entreprises et puis sur leurs salariés, sur leurs usagers. L'idée, c'est comment contrôler, quoi. Alors, la notion de rapport de force que vous avez, on en est conscient. Si Aline et moi, on est engagés, on se bat dans nos situations respectives, si on se bagarre à ce niveau, au niveau des débats d'idées qui est essentiel, mais aussi au niveau des rapports de force avec les locataires, les propriétaires, les entreprises qui aujourd'hui organisent des plans sociaux, etc. Ça, c'est ça le mode d'action. Et on arrivera peut-être à renverser la vapeur en matière de rapport de force, notamment contre le mur de l'argent, quand il y aura eu crise sur crise, parce que là, on a eu une série de crises. Si vous regardez depuis 10 ou 15 ans, toutes les crises qui se sont produites, c'est incroyable, et pas que chez nous, dans les pays en développement, dans tous les continents. Donc ces crises-là finissent par poser problème au système. Ce système-là, il est dans une situation d'instabilité et aussi de contradiction interne. Donc c'est à nous d'appuyer là où ça fait mal, là où on va déstabiliser le système. C'est à nous d'avoir une réflexion stratégique par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y avait une des questions qui était posée, mais comment on fait pour que ça change? Je crois qu'il faut à la fois qu'on réfléchisse entre nous pour définir une stratégie, mais aussi qu'on se mobilise. Regardez le mouvement sur le climat, le mouvement international sur le climat avec beaucoup de jeunes. Croyez-moi, ça commence à avoir un impact sur les décideurs à tous les niveaux. Et donc, c'est ça qu'il faut organiser et se mobiliser, s'engager. Si on reste passif et on regarde et on se plaint, on n'y arrivera pas. Par contre, si on s'engage, si on se mobilise dans son travail, en tant qu'usager, etc., on peut créer des éléments de rapport de force. En France, par exemple, nous avons eu un mouvement qui est le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une révolte sociale contre l'injustice fiscale, notamment le fait qu'on fait payer des impôts et on apporte des impôts écologiques, soit écologiques sur le carburant, avec deux critiques qu'on peut faire à cette politique. C'est ça tape d'abord sur les populations les plus fragiles qui vivent dans les banlieues, qui doivent se déplacer énormément pour aller travailler. Et c'est vrai qu'en France, comme dans bien d'autres régions, en Belgique, en Espagne, etc. Et deuxièmement, l'argent collecté par cette taxe, il ne va même pas pour financer la transition, il va dans le budget général pour dépenser pour faire des dépenses qui n'ont pas forcément un intérêt social évident pour certaines d'entre elles. Et donc, l'idée, c'est il faut se révolter, il faut agir. Et nous avons, à TAC France, très vite défendu les Gilets jaunes, qui étaient souvent montrés du doigt comme étant des gens qui pensaient qu'à leurs intérêts, des gens qui organisaient des révoltes qui cassaient. Alors, ce n'est pas eux qui cassent la plupart du temps dans les manifestations, comme on le sait. Et donc, on les a vraiment défendus. Et je pense que le type de révolte doit être soutenu, est appelé d'ailleurs à se multiplier, peut engendrer un changement important par rapport à ceux qui gouvernent d'en haut en ce moment, qui sont affaiblis par ces bon, voilà, je crois qu'on a un travail de mobilisation, de soutien des luttes, quelles qu'elles soient, pas quelles qu'elles soient, mais qui sont dans le sens de ce qu'on défend, et même si elles ne prennent pas toujours d'ailleurs les chemins qu'on avait envisagés au départ,
c'est ça. Je crois que c'est ça. Et les organisations dans lesquelles nous sommes les uns et les unes les autres, c'est ça qu'on essaye de faire. Nous sommes ATTAC, une organisation citoyenne tournée vers l'action. L'idée, c'est qu'on doit faire de la pédagogie, expliquer, faire prendre conscience, etc. et ensuite agir. Et une des façons d'agir, par exemple, c'est la désobéissance citoyenne. C'est de refuser d'appliquer des règles qui nous paraissent inacceptables et donc d'organiser des luttes de rupture par rapport à des pratiques, que ce soit les propriétaires, que ce soit les entreprises, etc., qui aujourd'hui exploitent leurs salariés. Et ça, je crois que c'est ça le chemin. Si on ne fait pas ça, eh bien, on aura beaucoup de mal à créer ce rapport de force. Et donc, on parle de rapport de force. Ah, on n'entend plus Julia. De déconstruire l'ordre établi. Et pardon, c'est mieux? C'est bon. Allô? On t'entend. Très bien. Je disais, on parle de déconstruire l'ordre. Je pense que Dominique, tu as parfaitement rendu effectivement qui est dans la tête de beaucoup de gens, en fait. Qu'est-ce que finalement, nous, citoyens lambda, on peut faire concrètement pour faire pression auprès des institutions et des politiques? Donc, je pense qu'on a eu un bon panel de solutions avec ta réponse. Je ne sais pas si Aline veut rajouter complément à cette réponse, sinon on va passer à une autre. Ton micro, Aline, on n'entend pas. Ah oui, pardon. Voilà. Merci. Je veux bien ajouter 2-3 choses parce que même si… Pardon? Ça va? Oui, bien sûr, je te en prie. Impeccable. Donc, même si elles ne sont pas toujours visibles, elles existent. Il y a beaucoup de luttes qui existent. Et elles ne sont peut-être pas mondiales ou européennes ou hyper impressionnantes parce que c'est plus difficile de lutter en ce moment, pratiquement, je veux dire, de s'organiser, de se voir, de faire face à la répression qui est terrifiante. Mais il y a des luttes qui existent. Par exemple, pour prendre le cas de la Belgique, il y a un collectif de soignants, de soignantes, de travailleurs et de travailleuses du secteur hospitalier et pas que, du secteur de la santé qui s'appelle La Santé en lutte, qui s'organise depuis des années, mais qui est monté qui s'est rendu plus visible en fait avec tout ce qui s'est passé. C'est sorti des frontières de la Belgique lorsqu'il y a eu cette haie de déshonneur qui a été faite le jour de la visite de la première ministre pendant le premier confinement, où il y a une partie du personnel de l'hôpital Saint-Pierre, qui est un des plus gros hôpitaux de Belgique, qui a organisé une haie de déshonneur, c'est-à-dire qu'ils ont tourné le dos à la voiture de la première ministre lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital en visite. Par cette action, la santé en lutte a été relativement connue et ça a dépassé les frontières belges. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un groupe de gens qui ont besoin d'un soutien important parce qu'on ne peut pas laisser juste les soignants tout seuls et qui en appellent à… il y a des manifestations, la prochaine est vendredi à Bruxelles, mais il y a également tout un tas de publications, de cartes blanches, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager ce qui se raconte dans ces groupes-là. Il y a des équivalents en France. Je crois qu'il y a des mouvements des blouses blanches. Dominique ou les Françaises qui sont ici pourront peut-être le préciser. Et à cet endroit-là, d'ailleurs, pour revenir à la question de Catherine tout à l'heure, oui, effectivement, il y a eu des montants colossaux, mais combien est arrivé aux soignants, par exemple? Juste là, à cet endroit-là, alors qu'on est en pleine pandémie. Et on est en pleine pandémie, on demande aux gens de rester chez eux, et pour la santé et pour le logement, il n'y a quasi que dalle. Donc, il y a quand même un fameux problème, quoi. Et donc, il y a des mouvements dans le secteur de la santé, il y a des mouvements sur le sujet du logement. Il y a eu, vous avez peut-être entendu parler, dans plein de pays du monde, dans plusieurs grandes villes du monde, il y a eu des grèves de loyer ou des tentatives de grève de loyer. Et il y a eu du coup des caisses de solidarité pour soutenir les gens qui se mettaient en grève de loyer ou qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui se retrouvent devant des justices de paix, qui se retrouvent avec des huissiers chez eux, dans leur domicile, qui rentrent avec des flics, qui rentrent, qui virent leurs affaires dehors de chez eux. Enfin, il faut quand même imaginer ce que ça veut dire une expulsion. Il y a des groupes qui s'organisent certainement dans votre ville. Regardez, c'est des gens qui ont besoin de soutien. Il y a des caisses qui sont là pour payer les frais de justice. Si vous cherchez, vous trouverez. Et donc là, c'est pour la santé, pour le logement, pour l'écologie. Il y a toujours et encore des gens qui luttent et qui continuent. Il y a
En fait, ça ne s'arrête jamais, mais parfois c'est moins visible que d'autres, et donc il faut chercher un petit peu. Je vous invite à aller voir ce qui se passe sur des agendas alternatifs comme Démosphère, Indymedia, Paris But Info. Il y en a plein sur le site d'Attaque, je crois qu'il y a un calendrier aussi. Enfin, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des calendriers, des informations pour voir où est-ce que ça s'organise. Il y a des collectifs dans des quartiers qui sont très sujets aux violences policières où les gens s'organisent. Pareil, il ne s'agit pas forcément d'aller sur place, mais regarder de près. Parfois, il y a des caisses, il y a des gens qui collectent des sous, qui ont besoin de relais, qui ont besoin qu'on fasse des tâches aussi qu'ils n'ont pas le temps de faire, des tâches administratives, logistiques, etc. Apportez votre soutien à ces luttes-là si ça vous touche. Et voilà, donc je crois que c'est à ces endroits-là aujourd'hui que ça se joue aussi. Quand on voit l'état de déliquescence dans lequel, social, hein, dans lequel les politiques actuelles tentent de nous pousser, quoi. Voilà. Merci. On a une question assez intéressante sur les monnaies écologiques et le positionnement par rapport à ces monnaies-là. Pour rappel, les monnaies écologiques, c'est les monnaies complémentaires en fait, qui sont au service de la transition écologique et elles sont gérées par des structures extérieures au circuit bancaire traditionnel. Donc, est-ce que vous avez une position par rapport à ça, comme éventuelle solution aussi? C'est un des éléments, un des leviers possibles d'action par les citoyennes et les citoyens, notamment au niveau local. L'intérêt de ces monnaies complémentaires locales, par exemple, c'est que ça permet d'organiser un circuit hors circuit marchandisé et circuit dominé par les banques en particulier, ou les grandes entreprises, où les citoyennes, les citoyens et les petites entreprises locales, les artisans, etc., s'organisent entre eux pour échanger. Donc échanger du travail, par exemple, contre des produits, échanger du savoir-faire sur, par exemple, l'isolation d'un bâtiment, hein, pour aider les particuliers à réduire leur facture énergétique, et ainsi de suite. Donc ces monnaies-là sont en effet tout à fait, ces instruments-là sont tout à fait utiles. Et ça va même au-delà du verre, des monnaies écologiques, ce sont des monnaies sociales. C'est-à-dire c'est des monnaies qui vont permettre de réintégrer dans la vie sociale, productive, d'échange, etc., des gens qui sont marginalisés par le système dominant. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, ces monnaies-là, elles ne sont pas assez développées. Et en France, d'ailleurs, on est très en retard par rapport à des pays voisins comme la Suisse ou l'Allemagne, etc., voire l'Italie et l'Espagne, par exemple. Donc, moi, j'ai un peu étudié ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour que ça fonctionne. Par exemple, il faut absolument que les autorités publiques locales s'impliquent. C'est-à-dire qu'elles acceptent d'utiliser cette monnaie pour, par exemple, rétribuer une partie des services qu'elles octroient, hein, ou rétribuer une partie des personnes qu'elles emploient. Et du coup, donner un coup de fouet et donner une certaine assise institutionnelle à ces monnaies, mais c'est en soi quelque chose de relativement important et qui doit se développer. Et il y en a beaucoup dans le monde, hein, de toute façon, beaucoup de pays, y compris en Amérique latine, par exemple, j'ai un peu étudié ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent du côté des monnaies locales. Elles sont sociales au départ, souvent, et de plus en plus, il y a des monnaies vertes. Donc oui, c'est quelque chose d'important qu'il faut absolument favoriser. En France, on a eu une loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été votée, qui reconnaît ces monnaies locales. Et du coup, ils ont une reconnaissance publique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que d'autres acteurs s'y impliquent. Les citoyens, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les autorités locales soient aussi partie prenante pour que ça marche. En tout cas, c'est un peu les leçons que j'ai pu tirer jusqu'ici de ces monnaies-là. Et par contre, dans les pays très décentralisés, comme l'Espagne, par exemple, ou l'Italie, le local joue un rôle plus important qu'en France, où, comme vous le savez, on est un pays très centralisé, très colbertiste. Et donc, la culture politique locale joue un rôle évidemment aussi important. J'ai fini. Très bien. Donc, en effet, l'instrument local est presque aussi important que les instruments au niveau international ou européen. Et pour revenir du coup plutôt sur ce volet un peu plus macro, on avait pas mal de questions sur la taxe sur les transactions financières, notamment en fait pour savoir où est-ce qu'on en est face à l'application éventuelle de cette solution-là.
au niveau européen. Et quelqu'un a aussi mentionné la taxation redistributive, qui pourrait être éventuellement une solution. Bon, je peux essayer de répondre. Tu veux bien, Aline ou pas? Bon, la taxation sur les transactions financières nous est chère à Attaque parce qu'on est né avec ça, hein, comme vous le savez, en 1998. C'était au moment où il y avait des crises financières à répétition dans les pays émergents, comme on les appelle, ou en développement, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Et donc, l'idée, c'était qu'il fallait absolument avoir des instruments dont la taxation financière est un de ces instruments. Ce n'est pas le seul et ce n'est pas suffisant probablement, mais c'est important pour lutter, pour casser la spéculation. Donc, on s'est emparé d'une idée qui avait été mise en avant par un économiste américain, James Tobin, c'est pour ça qu'on appelle la taxe Tobin, hein, qui avait été proposée en 1972, au moment où il y avait le début de l'instabilité financière et monétaire internationale, avec l'effondrement du système monétaire de Bretton Woods, avec des gens qui avaient instauré des échanges fixes. Là, l'échange se mettait à flotter dans tous les sens, les attaques spéculatives se multipliaient, qui fragilisaient les monnaies et aussi les banques, d'ailleurs, les pays donc étaient en difficulté. Donc, Tobin avait proposé ça. Alors, où on en est maintenant? C'est très intéressant parce qu'il y a une actualité. Vous l'avez vécu à Bruxelles probablement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Larrouturou, qui est un député européen, qui a fait une grève de la faim pour demander que soit imposé dans le budget européen, dans les négociations européennes, la mise en place de cette taxe. Alors nous, on est un peu critique par rapport à ce qui est proposé parce qu'on pense que c'est pas suffisant et que c'est pas forcément la bonne façon de procéder, mais on a quand même soutenu cette lutte et on pense que la taxation des transactions financières peut être la première taxe européenne, hein, avec une écotaxe, ça serait les deux moyens d'avancer sur la fiscalité européenne. Alors pour votre information, si vous allez sur le site d'Attaque France, on vient de rédiger une note assez importante sur la taxation des transactions financières, mais pas plus largement sur l'idée de taxe globale. Parce que si on admet qu'il y a des biens publics mondiaux ou des communs mondiaux, l'humanité, comme le sont le climat, la santé, par exemple, l'éducation, eh bien, c'est des choses qui doivent être financées globalement. Et donc, l'idée d'avoir des taxes globales, c'est une idée qui nous paraît très importante. Alors, évidemment, on en est encore très loin, hein, mais il faut se battre en permanence, sans cesse, pour imposer cette idée. D'abord, qu'il y a des communs mondiaux, commun à l'humanité, il faut que tous les pays en profitent, que ce soit les Africains, les Européens, etc., et que, d'autre part, il faut trouver des modes de financement. Et voilà, on essaie de se battre pour cette idée qui nous paraît importante. Alors, à l'échelle européenne, on était arrivé assez près du but avec la directive européenne de 2013, qui était une coopération renforcée entre 11 pays au départ, donc pas les 27 à l'époque, on n'était pas 27 ou 28, la Grande-Bretagne n'était pas encore sortie, donc peu importe. Et l'idée, c'était, puisqu'il y a des pays qui ne veulent pas le faire, et puisqu'il y a la règle d'une unanimité en matière fiscale, on va la contourner en faisant une coopération renforcée. Et l'idée avait fait son chemin. Même la Commission, qui au départ était contre, là on parlait tout à l'heure avec Catherine de rupture, là il y a eu une rupture intéressante, et la Commission s'est mise tout d'un coup à être favorable, du jour au lendemain presque. Alors il y a eu des députés européens, notamment les Verts, hein, au Parlement européen à l'époque, qui ont beaucoup œuvré aussi pour cette taxe. L'idée a fait son chemin et il y a eu cette directive. La directive était négociée, elle était prête à être appliquée en 2017 et c'est Macron, comme je disais tout à l'heure, à qui on en veut énormément pour ça et pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs, qui a cassé le truc en disant je mets un veto parce que Macron c'est un ancien banquier, il défend le lobby financier et évidemment les banques et les financiers sont vent debout contre cette taxe qui leur enlèverait un petit peu d'argent. Voilà. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on va en arriver à la fin de cette conférence, comme on a encore quelques questions et on aimerait aborder bien plus de points, mais le temps ne le permet malheureusement pas. Et si jamais vous avez des éventuelles questions auxquelles on n'aurait pas répondu, évidemment, vous pouvez envoyer un mail à Attaque. Et nous, par la suite, par des conférences et d'autres événements, on aborde ces sujets plus en profondeur et par différents angles par la suite. Donc moi, j'aimerais bien remercier Aline et Dominique, évidemment, pour nous avoir éclairés sur ces points-là et pour continuer à mener à bien ces débats très importants. Et pour ceux qui souhaitent se documenter sur ce dont on a parlé, je vais partager sur la page Facebook d'Attaque Bruxelles une liste d'articles ressources pour approfondir sur les sujets abordés et qui ont été en fait aussi des supports à la construction de cette conférence. Et pour continuer cette réflexion,
pouvez évidemment nous suivre sur la page Facebook d'Attaque, sur le site internet, vous abonner à notre newsletter pour être tenu au courant des prochaines conférences, lire le journal pour et s'abonner, oui, voilà, à la newsletter, ça je l'ai déjà dit. Donc, pour rester à jour, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à partager. Aline. Juste pour dire merci pour cette invitation. J'espère que ces discussions vont se poursuivre parce que le rouleau compresseur est lourd. Donc, il faut qu'on parle de tout ça pour s'organiser et agir. Voilà. Alors oui, certains sont frustrés. Je vois, c'était Pierre, je crois qu'il disait qu'on aurait dû être plus pointu sur le plan de relance. Oui, c'est vrai, mais on a peu de temps et on a dû aborder des sujets assez divers. Donc, je comprends cette frustration. Mais je pense qu'aussi, franchement, il existe beaucoup de littérature critique. La newsletter, d'ailleurs, de Attaque Bruxelles, mais aussi, si vous allez sur les sites de différentes organisations dont on a parlé, vous trouverez vraiment de quoi lire et vous documenter. Donc, voilà. En France, on a aussi les économistes atterrés, par exemple, qui est un réseau auquel je adhère personnellement aussi. Il y a plein de notes critiques sur le plan européen. Donc voilà, vous trouverez votre nourriture sans problème si vous allez vous promener sur les sites des organisations qui s'opposent et qui critiquent ce plan. Absolument, là, les ressources sont là, en tout cas. Eh bien, merci encore à tous et bonne soirée. Et merci particulièrement à Aline et Dominique. Conversation très intéressante avec tout le monde. Voilà. Absolument, merci. Mais malheureusement, pas tous les sujets peuvent être abordés, donc c'est toujours un peu frustrant, c'est normal. À bientôt, du coup. Merci, bonne soirée. Au revoir.